À Notre-Dame de Paris, les travaux de réharmonisation du grand orgue se poursuivent depuis plusieurs mois. Virgile Bardin, facteur d'orgue, s'apprête à installer les tuyaux de chamade au cœur de la somptueuse façade de l'instrument du XVIIIe siècle, un des éléments du buffet. C'est les tuyaux qui sont perpendiculaires à la façade de l'orgue. C'est des tuyaux d'ange, donc des familles des trompettes et des régales pour l'orgue de Notre-Dame. Et donc ça fait partie des jeux les plus puissants du grand orgue. On travaille déjà en hauteur de par la tribune, plus un petit échafaudage qui est posé à quelques mètres de moi. Donc on doit s'harnacher et s'équiper de tous nos équipements de sécurité. Construit en 1733, le grand orgue de Notre-Dame est le plus grand de France, avec des milliers de tuyaux répartis sur 3 étages et actionnés par 115 jeux d'orgue. Christian Lutz, maître d'œuvre de la restauration de l'instrument, suit l'avancement des travaux de près. Après l'incendie, on s'est rendu compte très vite que l'orgue était resté intact. Les tuyaux n'avaient pas fondu sous la chaleur. Il n'y avait pas eu d'eau, ou très peu d'eau qui avait coulé un petit peu sur le côté, mais c'était vraiment tout à fait négligeable. En revanche, tout l'instrument était plein d'une sorte de poussière jaune. Il s'est avéré très rapidement que c'était du monoxyde de plomb qui vient de la toiture de la cathédrale, qui n'est pas dangereuse pour l'instrument, mais qui était dangereuse pour la santé humaine. Donc il était évident qu'il fallait tout nettoyer. Et comme vous voyez qu'il y a énormément de tuyaux, il y en a à peu près 8000 dans tout l'instrument. Il a fallu tout démonter et tuyau par tuyau les nettoyer. Pour permettre cette restauration, l'orgue a dû être presque entièrement démonté et transporté vers plusieurs ateliers en France. Les éléments les plus fragiles, comme les tuyaux de façade, les 4 grands soufflets et le buffet, ont été restaurés sur place. Partout on voit des trous, par exemple ici il y a des grands trous encore. Là il faut imaginer qu'il y aura encore des grands pavillons qui vont venir. C'est des tuyaux qui vont être posés peu à peu au fur et à mesure. Ici on est devant une pièce de bois très complexe qu'on appelle un sommier sur lequel sont posés les tuyaux. Et sur ce sommier, les tuyaux sont classés en fait dans ce sens. Ce sont les notes, par exemple là, tous les tuyaux qui correspondent au Do, puis tous les Do dièse, le Ré dièse, etc. Et dans l'autre sens, ça correspond chaque fois à un jeu, à un registre. Par exemple là, c'est un jeu qui s'appelle la cymbale. Donc c'est un jeu qui n'a pas encore été accordé, c'est pour ça qu'il y a ces petits papiers qui sont ici. Sur le 3e étage de l'orgue, à portée de bras de la Grande Rosace Ouest, Raphaël Coirin accorde les pleins jeux de l'instrument. Ces tuyaux parleront tout le temps ensemble. C'est la particularité de ce jeu. C'est le son d'orgue qu'on connaît en règle générale. Quand dans le cinéma ou dans les pubs, ou peu importe, quand on utilise le son d'orgue, c'est souvent ce son qu'on utilise. Je vais vous faire écouter. Alors on entend là la fausseté, c'est-à-dire que le son n'est pas stable, il bouge. L'exercice du plein jeu est un exercice qui n'est pas facile, c'est de trouver lequel est faux. En bouchant chaque tuyau un à un, il traque celui qui sonne faux. Pour les non-initiés, cela semble être la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. On ne change rien, on remet au contraire à l'état de justesse que l'orgue avait avant l'incendie. Voire peut-être un peu plus juste, puisqu'il n'avait pas été accordé déjà depuis quelques années avant l'incendie. Donc, le principe, c'est de donner les bonnes notes aux tuyaux, effacer les battements qu'on entend quand justement on a de la fausseté. Pour un facteur d'orgue, c'est un moment important de travailler ici, puisqu'on est dans le chef-d'œuvre de Aristide Cavaillé-Coll. C'est le concepteur de cet orgue. On entend la qualité de réalisation de ces tuyaux. Le travail du facteur d'orgue nécessite une oreille parfaite et le silence absolu, ce qui n'est que rarement le cas sur ce chantier. Habituellement, on travaille dans le silence. Enfin, les églises et cathédrales sont plutôt silencieuses, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire qui rallonge considérablement le temps de travail. C'est assez éprouvant. À la tombée de la nuit, lorsque les machines du chantier se taisent et le bruit de la ville s'atténue, une autre équipe prend le relais. On essaye d'égaliser les notes pour qu'elles aient la même intensité. Est-ce que tu peux renforcer celui-là, s'il te plaît? Ok. Il y a des problèmes de timbre, donc certains tuyaux qui sont trop clairs ou d'autres qui ne le sont pas assez.
Ce soir, c'est Laurent et Itaru qui travaillent ensemble pour accorder l'intensité et le timbre de l'un des claviers de l'orgue. Donc là, je réduis la lumière, c'est la fonte et le passage de vent. Chaque dixième de millimètre compte. Avec des petits coups de marteau et des tiges spéciales, il règle les mécanismes intérieurs fragiles de chaque tuyau pour garantir la perfection sonore de l'orgue. Il a dit trop faible, donc il faut que je agrandisse le trou de pied. Est-ce que le do dièse, il est bon? Il est bon. Des moments les plus émouvants de ces nuits est l'essai des jeux sur l'orgue. Même si la plupart des notes ne sonnent pas encore parfaitement, pour Bertrand Cattiot, entendre ce son est une grande joie. Il est confiant de retrouver bientôt entièrement le son majestueux de l'instrument. L'harmonisation, dans le cadre d'une restauration, finalement l'harmoniste il doit presque s'effacer, puisque l'harmoniste normalement il va créer un son. Là c'est pas le cas dans l'harmonisation d'un orgue à restaurer, le son a existé. Donc nous on doit juste le retrouver. Tout le monde attend la réouverture et attend d'entendre l'orgue de Notre-Dame, parce que l'orgue de Notre-Dame c'est la musique de la cathédrale. Alors, j'ai été moi bercé là-dedans depuis fort longtemps et je suis pas trop inquiet, parce que vraiment tout ce que j'entends aujourd'hui, avec même une acoustique diminuée, je retrouve l'instrument. On pourrait croire que l'harmonie d'un orgue, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais en réalité, c'est vraiment une étape extrêmement importante, parce que c'est vraiment ça qui va signer la réussite d'un instrument. Si une harmonie est quelconque ou ratée, l'orgue, même s'il était techniquement parfait, il va être quelconque ou raté. Et donc c'est vraiment ça qui fait qu'un instrument sera exceptionnel ou qu'il sera bien, mais sans plus. Et donc dans le cas de Notre-Dame, c'est encore beaucoup plus important, puisque en fait, je pourrais dire qu'on nous attend en tournant, quoi. Il y a eu suffisamment de prophètes de malheur qui ont dit que de toute façon l'orgue ne serait plus comme avant, et que de toute façon on a perdu l'orgue. Voilà. Et en fait, le but c'est quand même de montrer, si on arrive à retrouver le son tel qu'il était avant et que rien n'a été perdu. Donc c'est quand même un défi important que les facteurs d'orgue auront à relever. Entendre l'orgue rejouer dans cette cathédrale, je crois que chacun y est sensible, même sans être très féru de musique d'orgue, parce que c'est la voix de Notre-Dame, c'est une partie de son âme. Donc ça a été quelque chose de beau, et pour les compagnons, c'est également quelque chose d'important d'entendre l'orgue. Alors, ils ne l'entendent pas toute la journée parce que l'harmonisation se fait de nuit, et c'est donc vraiment quelque chose qui fait partie de cet avancement du chantier qui nous rapproche de la réouverture. Les travaux d'harmonisation vont se poursuivre encore plusieurs semaines. Lorsque tous les échafaudages seront enlevés et le mobilier liturgique installé, alors le grand orgue pourra enfin faire résonner toute sa puissance, notamment lors de son réveil le 7 décembre prochain, quand l'archevêque de Paris ouvrira de nouveau la cathédrale.